Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit point sur le cours du chapitre 7. Donc je vous mets le plan ici, donc ça on l'a déjà traité en classe, c'était les indices géodésiques du déplacement des plaques avec les données GPS. Et ce que vous aviez à faire comme activité, donc c'était relatif à la deuxième partie sur les indices géologiques qui prouvent que les plaques tectoniques se déplacent. Donc il y avait 3 ateliers à faire qui correspondent aux 3 sous-parties du grand 2. Donc on va voir dans cette partie-là en quoi les anomalies magnétiques démontrent l'expansion océanique au niveau des dorsales, puis nous verrons en quoi la répartition des sédiments marins de part et d'autre des dorsales témoigne également de l'expansion océanique au niveau des dorsales, puis dans une dernière partie, comment les volcans associés aux points chauds permettent aussi de démontrer que les plaques tectoniques se déplacent sur la sténosphère. Alors je vais passer tout de suite, voilà, grand 2, et notamment à la partie 1 sur les anomalies magnétiques qu'on peut enregistrer au niveau du plancher océanique. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre au départ pour ceux qui n'ont pas travaillé sur cet atelier, donc je vais essayer d'être assez clair par rapport à ce que c'est que ces anomalies magnétiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des dorsales, vous avez vu qu'il y a des éruptions volcaniques sous-marines en permanence quasiment, qui émettent des laves de nature basaltique. Et dans ces basaltes, il y a des petits minéraux et notamment il y a de la magnétite qui est capable de s'aimonter quand le magma cristallise et quand il refroidit. Et au moment du refroidissement du magma, la magnétite va s'aimonter selon le champ magnétique du moment. Et une fois que la roche est solidifiée, ce champ magnétique enregistré dans la roche, il ne bougera plus. Donc les minéraux comme la magnétite vont acquérir une aimantation. Et si elles ne fondent pas, ces magnétites, si les basaltes demeurent solides après leur cristallisation, eh bien le champ magnétique va être enregistré pour toujours à l'intérieur de ces roches. Donc ici, par exemple, on a un basalte, par exemple, qui vient de se cristalliser, et au moment où il cristallise, donc le nord magnétique est vers le nord, comme en ce moment, par exemple, sur Terre, et ici, le champ magnétique du moment est enregistré à l'intérieur des minéraux. Alors ça, c'est pour ce qui se passe actuellement, par exemple. Le problème, c'est pas un problème, puisque au contraire, ça nous a permis de comprendre des choses sur le déplacement des plaques, mais au cours de l'histoire de la Terre, le champ magnétique n'a pas toujours été celui qu'on connaît aujourd'hui avec le nord magnétique vers le pôle Nord. Au contraire, il y a eu des inversions spontanées et brutales, euh, pas mal de fois, hein, par le passé, et parfois le nord géographique correspondait au nord magnétique, mais parfois c'était l'inverse. Et les basaltes qui se sont formés pendant les périodes où le champ magnétique était dans le même sens que le champ magnétique actuel, ils ont fossilisé le champ magnétique euh, du moment où ils se sont formés. Et quand on mesure le champ magnétique au-dessus de ces basaltes, qu'est-ce qu'on mesure? Eh ben, on mesure le champ magnétique actuel, donc le nord magnétique qui est dirigé à peu près au même endroit que le nord géographique, et en plus on enregistre le champ qui a été fossilisé par les basaltes lors de leur refroidissement. Ce qui fait que l'enregistrement qu'on va obtenir, la résultante des deux, c'est une anomalie positive, c'est-à-dire une intensité du champ magnétique qui est supérieure au champ magnétique actuel. On ajoute en fait les deux vecteurs. Par contre, il y a des moments où le champ magnétique était inverse au cours de l'histoire de la Terre. Donc si on passe au-dessus de basaltes qui se sont formés lors d'une période où le champ magnétique était inverse, qu'est-ce qu'on va enregistrer? Alors d'une part, le champ magnétique actuel classique, hein, exactement comme là, que dans les basaltes qui se sont formés lors d'une période où le champ magnétique était inverse, ces basaltes vont avoir enregistré un champ magnétique dans le sens opposé. Et ce qu'on va enregistrer, c'est la résultante des deux, c'est-à-dire un champ magnétique inférieur à celui qu'on devrait mesurer actuellement, puisqu'on a fait ça, plus ça. Et comme les sens sont opposés, bah, la résultante, c'est ça. Donc, quand on passe au-dessus des fonds océaniques, et en fonction de quel basalte on va survoler et quel basalte on va mesurer au niveau du champ magnétique, eh bien, on aura des anomalies positives ou négatives du champ magnétique.
Et ce qui est assez surprenant, hein, ce que les premiers scientifiques qui ont mesuré ce champ magnétique ont constaté, c'est que les anomalies magnétiques qu'on repère sont pratiquement exactement symétriques par rapport à l'axe de la dorsale. Par exemple ici, donc si je traçais ici un 0, hein, voilà ici, on voit ici par rapport à l'axe de la dorsale une anomalie positive ici, en regard d'une anomalie positive de l'autre côté. Bon, ici, j'ai une anomalie négative en regard de celle-ci, etc. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les basaltes océaniques naissent ici au niveau de l'axe de la dorsale et que plus on s'éloigne de la dorsale, de part et d'autre, plus ces basaltes sont âgés, puisque les anomalies magnétiques qu'ils ont enregistrées sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que le basalte qui est là, par exemple, dans lequel il y a une anomalie positive, on retrouve exactement la même anomalie de manière symétrique par rapport à l'axe de la dorsale. Donc les deux basaltes que je vais montrer ici avec ma souris, ici et là, ont le même âge et ont enregistré exactement la même intensité du champ magnétique, ce qui prouve donc la théorie de l'expansion des fonds océaniques au niveau des dorsales grâce au paléomagnétisme. Donc le paléo, ça veut dire ancien, et magnétisme, donc c'est l'intensité du champ magnétique terrestre. Voilà pour ce premier indice. Alors on va continuer avec un exercice que vous devez être capable de faire, c'est-à-dire d'évaluer la vitesse d'expansion océanique, donc de formation du plancher océanique au niveau d'une dorsale, grâce à des données paléomagnétiques. Donc sur le document que vous avez ici, vous disposez de deux données. Vous savez quelle est la position d'un point par rapport à l'axe de la dorsale, et vous savez également quel est l'âge des basaltes océaniques, et donc ça vous permet d'avoir à la fois D et T, donc de calculer V. Par exemple, il faudrait une règle, mais je crois que ce basalte ici, qui se situe à 20 km de l'axe de la dorsale, est âgé, on va faire une approximation, à peu près 1 million d'années. Donc la vitesse d'expansion océanique, c'est la vitesse qui a permis à ce basalte qui est là aujourd'hui, hein, qui est né à cet endroit, hein, en fait, donc la vitesse d'expansion de l'océan est de D sur T, c'est-à-dire 20 km divisé par 1 million d'années. Après, c'est toujours mieux de convertir le résultat en centimètres par an, parce que sinon c'est pas très parlant. Et généralement, on trouve des vitesses d'expansion comprises entre 0 et 10 centimètres par an. Donc je vous ai mis sur le Padlet une petite fiche pour vous expliquer comment évaluer la vitesse d'expansion océanique à partir du paléomagnétisme ou de la répartition des sédiments marins. Et sachez que c'est quelque chose que vous pouvez avoir à faire en exercice. D'ailleurs, je vous donnerai prochainement un petit exercice à faire là-dessus, qu'il faudra me renvoyer via le bureau numérique ou par ma messagerie si vous avez des problèmes de connexion bureau numérique. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera sur la suite du cours, donc le deuxième type d'indice. Donc je vous mettrai ça bientôt. Ce sera sur la répartition des sédiments marins de part et d'autre de la dorsale.